France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Il est 19h58, Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour votre journal des Alpes. Au sommaire ce soir, file d'attente et crise de nerfs. La pénurie d'essence est redoutée par les automobilistes qui se précipitent dans les stations-service. Cette crainte est-elle justifiée? Nous ferons le point sur la situation dans les Alpes et nous parlerons des problèmes concrets que ces grèves et ces blocages à répétition provoquent chez les artisans et les dirigeants des petites et moyennes entreprises avec notre invité Patrick Mérigot de la CGPME de l'Isère. Et puis avec le retour du beau temps, voici celui du moustique tigre, le nouveau cauchemar des habitants dans les parcs et les jardins. Il peut être le vecteur de maladies comme la dengue. Nous verrons comment lutter contre sa prolifération. Enfin, en fin de journal, vous découvrirez un nouvel engrais trouvé par un horticulteur du Grésivaudan. Il utilise de l'urine humaine pour doper les plantes, une expérience dont il a tiré un livre. Dans votre édition nationale à 19h30 avec Carole Gessler, la pénurie d'essence continue à prendre de l'ampleur. Je vous le disais, 2400 stations-service sont désormais en rupture de stock totale ou partielle et pour l'instant, aucune perspective d'amélioration. Le bras de fer se durcit même entre la CGT et le gouvernement. Et puis, le RSA, les contrôles bancaires qui font polémique autour d'une initiative du Bas-Rhin en Alsace. Les bénéficiaires du RSA obligés de fournir des relevés de comptes bancaires pour obtenir leur allocation. Le département veut intensifier ses contrôles contre la fraude. Le défenseur des droits a été saisi. Mais tout d'abord, en Haute-Savoie, une fillette de 3 ans a été retrouvée morte au domicile de son père hier soir à Margencel, c'est près de Thonon-les-Bains. La piste criminelle est envisagée par les enquêteurs. Le père de la fillette est activement recherché. Le reportage sur place de Damien Borelli et Christian Mathieu. C'est un oncle de la fillette qui a découvert hier après-midi le corps sans vie de sa nièce au domicile paternel à Margencel. L'enfant, âgé d'environ 3 ans, était scolarisé depuis septembre à l'école maternelle de la commune. Le père de la fillette, séparé de son épouse, ne l'avait pas rendu à sa maman à l'issue de son week-end de garde. Il est depuis activement recherché par une quarantaine de gendarmes et par 2 hélicoptères de la gendarmerie dans le Chablais et jusqu'en Suisse voisine. À Margencel, le maire, ami des grands-parents de la petite fille, est sous le choc. La mort d'un enfant, c'est un drame pour tout le monde. Vu les circonstances qui sont envisagées par rapport à ce drame, c'est encore plus noir qu'on peut l'imaginer, qu'une mort accidentelle ou qu'une mort naturelle. C'est un couple que j'ai marié en 2012, qui me paraissait tout à fait normal, comme un jeune couple qui se marie, qui est heureux de se marier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en suis vraiment désolé. L'autopsie de la fillette pratiquée ce matin au CHU de Grenoble n'a pas permis de déterminer les causes du décès, le corps ne présentant pas de traces de violence apparentes. Si aucune hypothèse n'est écartée, la piste criminelle semble privilégiée. Et l'on apprend à l'instant que le parquet de Annecy devrait lancer un appel à témoins. Ce soir, c'est lui qui gère l'affaire avec peut-être la diffusion d'une photo. Je vous le disais, la tension monte autour des stations-service dans la région. Au total, 6 raffineries sur les 8 que compte la France sont à l'arrêt ou tournent au ralenti depuis ce matin. Plusieurs dépôts sont bloqués par les manifestants opposés au projet de loi travail. Alors si les automobilistes demeurent inquiets, l'activité de certains professionnels pourrait virer au cauchemar si les choses se corsent. On fait le point avec Florine Heba et Franck Serroni. Contrairement à l'ouest de la France, dans la région, nous n'en sommes pas encore aux restrictions de carburant ordonnées par arrêté préfectoral. Mais qu'en est-il des professionnels, ceux qui consomment du carburant en quantité industrielle, comme ici dans ce centre d'apprentissage de la conduite, où la flotte est composée d'une 60aine de véhicules? Là, ils sont plus vigilants. Vraiment, on n'attend pas d'être en réserve et de garder toujours un niveau un peu constant au niveau du carburant. Sur notre territoire, en Isère, 225 stations, 16 sont à sec et 62 rencontrent des difficultés, plus concentrées sur le nord du département. En Haute-Savoie, sur 126 stations, une seule a fermé et 15 manquent de certains carburants. Enfin pour la Savoie, pas d'informations pour l'instant. Compte tenu des circonstances, dans certaines raffineries, pour le moment, la situation est plutôt satisfaisante. A priori, le gouvernement dit qu'il n'y aura pas de soucis. Par contre, sur le terrain, on voit tout autre chose. Par conséquent, on a un lien direct avec la préfecture, savoir si à un moment donné, des stations-service seront réquisitionnées.
Auquel cas, pour nous, nous sommes vigilants à être sûrs que les taxis sont bien dans la liste d'urgence. À ce jour, la situation n'est pas assez critique pour en arriver là, mais en cas de pénurie avérée, ce seraient de toute façon les services de santé, d'ordre public et de sécurité civile qui auraient la priorité. Nous disposons actuellement de 8 stations au sein de nos unités opérationnelles. Donc on a mis en place des procédures pour approvisionner le plus rapidement possible ces unités. Et aujourd'hui, on est au maximum de nos capacités en la matière. Pour les pompiers, de quoi tenir plusieurs semaines sans problème. Et si vraiment les choses tournaient au désastre, il resterait encore les stocks prévus par l'armée pour les ravitaillements d'urgence. Et pour savoir s'il y a encore de l'essence près de chez vous, dans les stations-service, un seul clic, notre site internet france-tv-info.fr. 3515 stations sur l'ensemble de la France fournissent les données de leur stock en temps réel. Des files d'attente qui s'allongent, des pleins de précautions et des stations en rupture totale ou partielle, voilà qui devient un véritable casse-tête pour les artisans obligés de prendre leur fourgon pour aller travailler sur les chantiers ou pour assurer leur livraison. Témoignage dans la Drôme avec Stéphane Yvon et Hugo Chaplon. C'est du réel, hein. Pour l'instant il nous reste un peu de fuel dans la cuve, mais ça s'inquiète. Hein. Dans cette société de livraison, l'activité n'est pas impactée par la pénurie de carburant, du moins pas encore. La quarantaine de chauffeurs fait plus de 8000 km par jour en Drôme-Ardèche. Et s'ils peuvent compter sur le stock de gasoil de l'entreprise, le niveau de la cuve affiche 1500 litres, de quoi tenir 2 jours. La réserve diminue et on sait qu'on va plus tenir beaucoup. Donc j'ai eu notre fournisseur de gasoil tout à l'heure encore et il devait nous faire un plein demain. Ça paraît compliqué. Donc voilà, pour l'instant, on gère le quotidien, on va dire. Dans cette autre entreprise de messagerie, les 18 chauffeurs ont le statut d'indépendant. Alors si le carburant vient à manquer... Ah ben j'arrête de rouler. Je peux plus rouler. Donc ça va poser le problème. Si ça continue, d'ici la fin de la semaine, on ne pourra plus. Pour ces livreurs, partir en tournée, c'est aussi perdre du temps à trouver de l'essence. C'est vrai qu'à partir de 7h30 le matin, c'est des queues d'une quinzaine, une vingtaine de voitures, à peu près sur toutes les stations que j'ai passées aujourd'hui, que ce soit de Aubenas, Privas jusqu'à Valence. C'est vrai qu'elles sont toutes prises d'assaut. Ces sociétés de livraison ne font pas partie des secteurs d'activité prioritaires. Si la situation venait à perdurer, elle pourrait connaître une période de chômage technique. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons ce soir sur notre plateau Patrick Mérigot, vice-président de la CGPME Isère. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé des commerces et vous êtes vous-même commerçant, propriétaire d'une moyenne surface alimentaire, une petite, un petit supermarché. 11 salariés. Voilà, et vous craignez vous-même pour vos approvisionnements ? Pour l'instant, sur les approvisionnements en produits alimentaires, on craint un petit peu moins puisque nos bases d'approvisionnement ne sont pour l'instant, heureusement, pas bloquées. Par contre, l'inquiétude, c'est à la fois comme dans le reportage qui a été donné là, c'est par rapport aux livraisons dans nos entreprises de services, voire industrielles, c'est-à-dire effectivement les fournitures et pièces détachées. Ce que vous font remonter vos adhérents. Oui, exactement. Oui, ça commence effectivement à remonter. Donc ça, dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, effectivement, les livraisons de nos adhérents vers les sociétés qui ont commandé leurs produits. Ce sont des sociétés qui travaillent à flux tendu. Hein. Il y a très peu de stock, il faut livrer. Oui, il faut absolument livrer, sachant qu'il est toujours, entre guillemets, facile d'entrer dans ce type de mouvement, il est difficile d'en sortir. En clair, ce que je veux dire, c'est que l'amorçage, effectivement, de l'approvisionnement en produits pétroliers demande un certain temps puisque un certain nombre de stations sont déjà à sec et le temps effectivement de les réapprovisionner plus les autres, ça peut demander 8-10 jours. Est-ce que c'est une situation qui peut mettre des petites entreprises en péril ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'effectivement, comme vous le répétiez, nous sommes en juste à fourniture. Et puis, je veux dire qu'on est dans une situation globale qui n'est pas glorieuse. Hein. Souvent, les trésoreries sont un petit peu malmenées. Et donc, il suffit de décalage de livraison pour que ça décale d'autant les paiements, et ce qui est à craindre. Pour autant, est-ce que vous comprenez ces salariés et ces syndicalistes qui protestent contre la loi travail, qui craignent que les accords de branche soient contournés par des accords d'entreprise ? Non, je ne les comprends pas.
Vous ne comprenez pas? Non, puisque de toute façon, les accords d'entreprise, alors surtout notamment au niveau des petites et moyennes entreprises, si vous voulez, avec peu de salariés dans les entreprises, le contact, j'allais dire, relationnel et au cas où de négociation se fait de direct à direct. Et on trouve un compromis facilement? On trouve un compromis facilement, puisque de toute façon, on a besoin d'éléments performants, et pour garder ces éléments performants, effectivement, il faut effectivement... faire des concessions. Oui, alors concession, oui, c'est pas un mauvais terme. Concession, c'est, bon, je dirais du donnant-donnant, mais il faut le faire. Et nous, bien au contraire, on ne craint pas cela, puisque ça crée effectivement une certaine agilité qui nous permet d'être très réactifs vis-à-vis de nos donneurs d'ordre. On parle de société industrielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick Mérigot, d'avoir répondu à nos questions. On poursuit avec cette grève sur les rails qui est annoncée pour demain et après-demain. Et entre Lyon et Grenoble, la conséquence, c'est que l'on devrait compter un TER sur 3, tout comme entre Chambéry et Modane ou Grenoble et Valence. Et les dessertes des gares autour de Grenoble et Chambéry seront assurées par des trains qui habituellement sont directs. Ils marqueront là des arrêts supplémentaires. Une manifestation pacifique et même teintée d'humour de militants altermondialistes en début d'après-midi à Grenoble. Ils étaient une quarantaine à manifester contre l'évasion fiscale de la part des banques, notamment aux îles Caïmans, d'où la bouée en forme de crocodile que vous voyez sur les images, signée Dominique Bourget. Une lutte qui porte ses fruits selon les militants d'Attaque. Dernièrement, la BNP a annoncé avoir fermé les 4 dernières entités qu'elle comptait sur ces îles. C'est un ténor du barreau de Grenoble, un avocat qui n'hésite pas à bousculer les magistrats, voire ses propres confrères. Maître Bernard Ripert a été interné d'office en hôpital psychiatrique hier après son arrestation à son domicile. Il n'avait pas respecté la convocation de la police pour une affaire de menace envers un magistrat chargé d'un dossier de sanctions disciplinaires qu'il concerne. Reportage Nathalie Rapuc et Jean-Pierre Rivet. Rosemarie vient voir si son conjoint, maître Bernard Ripert, a été transféré au centre psychiatrique de Bassin en Savoie. Depuis son interpellation lundi matin, elle a du mal à réaliser ce qui s'est passé. Ils étaient au moins une dizaine, ils ont bloqué la route. On se serait cru un peu dans un scénario d'arrestation de djihadistes. Maître Ripert, l'avocat historique d'Action Directe, n'a pas honoré une convocation à l'hôtel de police prévue vendredi dernier, ce qui a conduit à son interpellation. Poursuivi pour intimidation envers un magistrat, il n'en est pas à son premier coup d'éclat. Condamné à 3 reprises à des sanctions disciplinaires, il avait déjà été suspendu de ses fonctions. Cette personnalité controversée est aujourd'hui soutenue par plus d'une centaine de confrères. Interpelle et bien entendu indigne l'ensemble de notre barreau. Ce que j'observe, moi, c'est qu'il y a un timing qui est, à mon avis, pas lié au hasard. Vous le savez, il y a une procédure disciplinaire en appel qui va intervenir au début du mois de juin. Et c'est vrai que, comme par hasard, on a une procédure de garde à vue qui intervient maintenant. Je ne sais pas ce qu'on cherche, je ne sais pas quel est le but recherché, mais ce que je constate, c'est qu'il y a quand même une certaine forme d'acharnement. Bernard Ripert a été examiné par plusieurs médecins psychiatres qui confirment son internement. Pour sa femme, qu'il a eue au téléphone, la situation est surréaliste. Il va bien, mais voilà. Je pense qu'à un instance, il y a des personnes qui sont malveillantes et qui veulent absolument décider de l'éliminer. Le bâtonnier de Grenoble, présent lors du rassemblement de soutien, s'indigne des conditions de l'interpellation. Il a décidé d'être particulièrement vigilant quant à la suite des événements. Et nous partons maintenant à Valence pour le 2e jour du procès de Manuela González. Elle est jugée par la cour d'assises d'appel de la Drôme pour l'assassinat présumé de son mari, Daniel Cano, en 2008. Et aujourd'hui, les experts se sont succédés à la barre et certains éléments du dossier restent encore très flous. Marion Feutry et Maxime Kemener. Oui, et notamment concernant la tentative d'assassinat dont Manuela González est accusée, cette nuit du 29 septembre 2008, où un incendie s'est déclaré dans la chambre conjugale. La Cour a tenté de comprendre comment une bougie allumée près du lit a pu être renversée par le chien, comme l'a affirmé l'accusé.
Un scénario et des déclarations qui présentent des incohérences selon l'accusation. Combien de temps Manuela González s'est-elle absentée précisément pour préparer le casse-croûte de son mari? Comment s'est-elle rendue compte qu'il y avait le feu avant de prévenir les pompiers? 8 ans après les faits, l'accusé a parfois eu du mal à se souvenir. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de reconstitution, ce qu'a regretté la défense, qui pointe une instruction totalement défaillante. Là, les faits qui sont reprochés à notre cliente sont complexes. Il y a un départ d'incendie, il y a un arrêt d'incendie, il y a une circulation des différents protagonistes, il y a même la circulation d'un chien. Tout ça n'est pas établi et tout ça permet de continuer à s'interroger. Normalement, le doute profite à l'accusé. Autre question longuement débattue en ce deuxième jour de débat, elle concerne une procuration pour un prêt hypothécaire de 165 000 € contracté par Daniel Cano 1 an avant sa mort. Selon les parties civiles, Daniel Cano n'était pas au courant de ce prêt, sa signature aurait été imitée, ce qu'a confirmé un expert en écriture à la barre cet après-midi. Là encore, la défense l'a répété, cela ne prouve pas la culpabilité de l'accusé, accusé dont on va en savoir plus très vite puisque dès demain après-midi commencera l'examen de sa personnalité. À Paris, le procès de Michel Néret touche à sa fin. Le parquet qui a réclamé hier 8 et 10 mois de prison avec sursis à l'encontre de Christophe Gava et Gilles Guillotin. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe aujourd'hui. Le reportage de Sandra Méallier et Loïc Blache. Vous avez voué aux gémonies un homme à qui ses excellents états de service avaient valu la Légion d'honneur. C'est sur ces mots que Maître Versini, l'un des avocats de Michel Néret, a entamé sa plaidoirie. Lui et son confrère se sont employés à démonter les accusations de corruption qui pèsent sur l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise. Pour la défense, le commissaire Néret ne faisait que son métier. S'il a frayé avec des voyous, c'était pour infiltrer le milieu. Et si les supposés indiques ont fini par pousser le superflic à la faute, puisqu'il accepte à son tour des cadeaux et rend des services, on ne doit pas oublier le reste de sa carrière. On a ramené la vie de cet homme à 8 mois, qui est la durée de la prévention, sur lesquelles, ou période pendant laquelle on lui demande des comptes. Et qu'en amont, il y a une trentaine d'années de vie professionnelle, qui est une vie exemplaire, qui est une vie remarquable, même extraordinaire, disent les gens qui sont proches et pas forcément ses amis. Et je crois que ce décalage ou cette négation, c'est effectivement nier un peu l'équilibre de la justice qu'on demande. Aux 3 autres policiers, on reproche d'avoir fourni à Néret du cannabis prélevé sur des saisies afin de rémunérer des informateurs. Leurs avocats réclament tous la relaxe. Jean-Paul Marty, ancien des Stupes de Lyon, n'aurait pas pu dire non à un Néret tout-puissant. Et d'après les défenseurs de Gilles Guillotin et Christophe Gava de la PJ grenobloise, leur dossier est vide. On a voulu leur tailler un costume bien trop grand. On avait envie de disqualifier Michel Néret sur l'intégralité de son fonctionnement de policier et on a cherché par ce biais-là finalement à donner un éclairage sans chercher à vérifier la réalité de ce qui était allégué. 5 ans d'instruction, 5 ans en ayant le sentiment de ne jamais être entendu, 5 ans d'humiliation, de meurtrissure, de blessures. C'est un prix à payer pour Christophe Gava comme vraisemblablement pour certains de ses collègues qui sont aussi sur le banc des prévenus. Et ça, il fallait le dire au tribunal. Le jugement du tribunal correctionnel de Paris sera mis en délibéré à plusieurs semaines. C'est la nouvelle bête noire des habitants de l'agglomération grenobloise et d'ailleurs le moustique tigre. Quels sont les gestes et les techniques à adopter pour éviter de se faire piquer? Les réponses tout de suite avec Joël Serroni et Nathalie Rapuc. Sous la lentille du microscope, il paraît énorme et pourtant il fait partie des plus petites espèces installées en France. Caractérisé par son appétit vorace et ses couleurs, noir et blanc, d'où son nom, le moustique tigre. Au milieu du dos, au milieu de la tête, il y a une ligne blanche qu'on voit très bien et quelques petites taches blanches sur le reste du corps. Mais c'est vraiment les annulations blanches sur les pattes et la ligne blanche qui traverse le dos et la tête qui permet de le reconnaître facilement. Et pour la taille, il suffit de reprendre la pièce de 1 centime d'euro qu'on peut voir dans sa poche. Le moustique tigre est plus petit que cette terre dessinée sur une pièce de 1 centime d'euro. Ce qui le distingue de ses congénères, c'est son pouvoir de transmettre des pathologies d'une personne malade à une personne saine. Le chikungunya, la dengue ou le Zika. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui ne peuvent pas se transmettre d'une personne malade à une autre personne malade directement. Il y a un intermédiaire, donc c'est le moustique qui permet de transférer cette maladie. Sur une commune, on cible un quartier. Alors aujourd'hui, sur la commune de Coran, on a choisi le quartier de Montfleury car c'est un quartier... Stéphane Campos est l'un des préventeurs de l'EID, l'entente interdépartementale de démoustication. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec plusieurs habitants du quartier.
Bonjour. C'est les moustiques, ouais. Il y a 2 ans, on a fait faire une pergola et tout, on restait sur la terrasse sans aucun problème. Maintenant, c'est plus possible. Hein. Un tour rapide de la maison permet d'identifier tous les gîtes possibles où Dame Moustique viendra pondre. Une soucoupe, des jeux d'enfants, un arrosoir abandonné ou encore des regards d'eau pluviales encombrés. Veillez à bien nettoyer de façon que l'eau ne stagne pas au cours de la saison. Le moustique tigre a colonisé une bonne partie du sud de la France et depuis son arrivée en 1990, il gagne chaque année un peu plus de terrain. Quelques gestes simples permettront sûrement à cette famille de limiter les nuisances, mais ces efforts seront vains si tous les voisins ne font pas preuve de la même rigueur. On file maintenant à Chambéry. L'association Roue Libre fait des miracles depuis 10 ans. Elle aide les propriétaires de vieux vélos à les remettre en état pour oublier un peu la voiture. Le reportage de Bernard Portugal et Frédéric Pasquet. Une petite cour au fond d'une impasse. Bienvenue à la vélo bricolade, une véritable caverne d'Ali Baba dédiée à la bicyclette. Ici, on trouve toutes les pièces détachées pour l'éclairage, toutes les caisses rouges, les pièces détachées pour la transmission. Là, on a un grand mur d'outils, les bricofiches pour s'informer sur les réparations. Encore des outils, ici des porte-bagages. Et oui, ici, rien ne se jette, tout se récupère. Vélo, bricolage et rigolade, c'est le concept de ce lieu atypique et convivial. Et le principe est simple, chaque adhérent de l'association peut venir réparer son vélo, seul ou alors en bénéficiant de l'aide d'un bénévole. Nous, on essaye d'intégrer tous les cyclistes, quel que soit leur porte-monnaie. Le but, c'est de partager les compétences, partager les savoir-faire pour que les cyclistes roulent à vélo. Parce que pour nous, le premier frein à l'utilisation du vélo, en fait, c'est de ne pas avoir un vélo en bon état. Et un vélo qui roule, c'est un cycliste qui roule, c'est une voiture en moins et c'est une ville qui est plus apaisée. Créer du lien social, s'entraider et constituer une véritable communauté, une recette gagnante. Les adhérents de la vélo-bricolade étaient une vingtaine lorsque l'atelier a été créé. Ils sont 700 aujourd'hui sur les sites de Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville. Je pense que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir réparer soi-même en fait, les objets qu'on a chez nous et en particulier un vélo qu'on utilise tous les jours. Voilà, je trouve ça vraiment chouette d'être accompagné dans la réparation. Quand on a des vélos qui marchent plus bien parce qu'on ne sait pas trop les entretenir, du coup on s'en sert pas. Et si je sais réparer mon vélo, ma foi je saurais m'en servir plus souvent. Depuis 10 ans, l'atelier chambérien de la vélo-bricolade a sauvé plusieurs centaines de vélos de la déchetterie et leur a redonné une seconde vie. Pour fêter cet anniversaire, l'association Roue Libre organise de nombreuses festivités cette semaine. Un bal jeudi, un concert vendredi ou encore une grande vélo-parade dans les rues de Chambéry samedi. À Saint-Nazaire-les-Aismes, dans le Grésivaudan, un horticulteur tente les expériences les plus folles en harmonie avec la nature. Avec sa dernière découverte, il propose aux jardiniers amateurs un nouvel engrais gratuit et disponible facilement. Son secret avec Gilles Ragry et Vincent Avron. Déjà, le bonhomme avait de quoi surprendre. Un Belge qui fait pousser des palmiers au pied des Alpes. Depuis 20 ans, Renaud Delose multiplie les expériences dans ses serres. Et en ce moment, les essais portent, pour le dire en termes savants, sur le comportement des effluents organiques comme engrais bio. Une personne par jour libère ça d'urine, quoi. Et c'est cette quantité-là qu'on peut mettre sur 1 mètre carré de potager avant culture. Dans les prochains jours, Renaud publie un livre au titre bucolique, l'urine de l'or liquide au jardin. À la fois guide pratique pour les jardiniers amateurs et guide technique. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'ouvrage sur un sujet aussi simple que l'usage de l'urine au jardin. Alors l'urine, l'avantage de l'urine, enfin l'urine d'abord qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau et grosso modo de l'urée. Et l'urée, il faut savoir, c'est le premier engrais qui est vendu au monde. Voilà. Donc du coup on a un engrais qui est gratuit. Et l'urée en se transformant va se transformer en une forme assimilable par les plantes. Donc protéines et urée. Cela repose sur des acquis scientifiques. Le jardinier a beaucoup étudié et demande régulièrement à des étudiants en chimie des recherches poussées sur le sujet. Le fait d'utiliser l'urine aussi, ça nous permet de créer une espèce de cycle en fait. Ça fait rentrer l'homme dans un cycle naturel. Donc tout ce qui va être développement des plantes et même cette idée de recyclage aussi, c'est ce qui m'a plu et c'est pour ça que je me suis intéressé au sujet. Seul inconvénient à cette méthode, l'odeur en cas de chaleur.
Mais avec l'utilisation du compost, l'inconvénient s'évapore en 24 heures maximum. Bref, les clients sont conquis, les clientes aussi, à un détail près. Il faut mettre au point un stratagème. Bah, c'est compliqué quoi. Ouais. Bah non, justement, il faut faire pipi dans un arrosoir et après diluer, c'est ça le. Voilà. Non, mais avec mon ami, on a réfléchi à la question. On a des idées. Je suis très étonné de voir comme les gens acceptent bien l'idée de l'urine au jardin. Je suis vraiment étonné. Il y a même beaucoup de gens qui me disent mais finalement on revient à ce que faisaient les anciens. Méthode ancestrale donc, méthode naturelle. Un art du recyclage déjà adopté dans de nombreux pays et qui pourrait s'installer en France. Avant de vous quitter, je vous rappelle cet appel à témoins qui devrait être lancé par le parquet d'Annecy après la découverte du corps d'une fillette de 3 ans au domicile de son père à Margencel en Haute-Savoie. C'est la fin de ce journal. Merci à tous.